En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Quand Christelle rencontre Simon, elle a 36 ans, lui 10 ans de moins. La belle histoire qu'elle attendait depuis toujours commence enfin. Dès le premier soir, elle lui parle de son désir d'enfant. C'est un coup de foudre, oui. Enfin, alors, j'aime pas trop ce mot coup de foudre parce que j'y crois pas vraiment, mais c'était une reconnaissance, un bon timing. Voilà, on a tout de suite, on ne sait plus tout de suite, pour plein de raisons différentes. On avait décidé de se laisser 1 an pour savoir si ça fonctionnait. On a tout de suite vécu ensemble. Donc, on s'était dit, on se laisse 1 an. Et au bout d'1 an, on a décidé tous les deux de commencer à faire en sorte d'avoir un enfant. Voilà. Étant donné que j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, je savais que ça allait être plus compliqué pour moi. Et je savais aussi qu'il y avait l'âge. Donc, j'avais été, entre guillemets, informée par mon gynécologue qu'il ne fallait pas que j'attende trop longtemps. La thyroïdite d'Hashimoto dont parle Christelle, c'est une maladie auto-immune qui peut provoquer des fausses couches. Vu l'âge et l'état de santé de Christelle, elle ne doit pas perdre de temps. Avec Simon, ils se décident pour une insémination. Ni lui ni elle n'envisagent l'échec. Ils y croient à fond. Le principe de l'insémination est simple. Il s'agit d'introduire des spermatozoïdes au fond de l'utérus à un moment optimal par rapport à l'ovulation. Le soir, on va manger au restaurant parce que c'est le conseil qu'on nous donne, de se détendre, d'être bien. On est heureux comme si on venait de faire l'amour en fait. C'est un peu la même chose. En faisant l'amour, en se disant tiens, si sur ce coup-là, on avait un enfant. Donc voilà. Donc la première et puis le premier échec aussi. Voilà. Mais le premier échec, c'est pas le plus dur parce qu'on sait que la première fois, il y a très peu de chances que ça marche, même si on a envie que ça marche. On a toujours envie d'être l'exception. Parce qu'en fait, dans ce parcours-là, on entend toujours parler de miracles et d'exceptions. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui ont essayé, mais il y en a une pour qui ça a marché la première fois tout de suite. On se dit pourquoi je ne serais pas cette première fois, en fait. Leur première tentative ne fonctionne pas. Ni la deuxième, ni la troisième. Après tous ces échecs, le couple change de stratégie et passe à la FIV. Un traitement beaucoup plus lourd que l'insémination. Injection d'hormones, échographie, prise de sang, prélèvement de ses ovocytes au bloc opératoire. La vie de Christelle est toujours plus rythmée par son désir d'enfant. Très régulièrement, on doit aller faire des examens. Il faut être là à date et à heure précise. Donc d'un seul coup, ça commence à déterminer toute votre vie. Je dirais que l'agenda de votre vie devient l'agenda de ce désir d'enfant. Et je dirais que c'est là qu'on commence, que moi en tout cas, j'ai commencé à devenir une sorte de robot en fait. Et même si Simon soutient Christelle, le parcours dans lequel ils se sont engagés pèse de plus en plus sur leur quotidien. Le couple commence à se fissurer. Simon se sent dépassé. On rencontre une autre gynécologue, toujours pareil. Simon est là, à la plupart des rendez-vous. Lui, sa vie commence à se dissoudre, de plus en plus. Lui, il a beaucoup de mal avec ce que je deviens. Et il sent que moi, je commence à devenir dans le contrôle, parce que c'est ce qui se passe, dans le contrôle, que ça commence à m'obséder et que je mets énormément de pression à Simon. Voilà. Et Simon, qui était aussi dans sa personnalité, peut-être beaucoup plus sensible, etc. Donc, il sent qu'on perd notre couple. Qu'on perd toute la spontanéité parce qu'on nous dit quand on doit faire l'amour aussi. Voilà. On nous dit quand on doit avoir des rapports sexuels, quand on ne doit pas avoir de rapports sexuels. Puis moi, je sautais sur Simon, en fait. Je voulais faire l'amour avec lui tout le temps, mais ce n'était pas parce que j'en avais envie. C'est parce que j'avais envie d'avoir un enfant, donc j'avais envie de mettre toutes les chances de notre côté, parce que c'est ce qu'on nous répète. Au lieu de faire l'amour une fois, faites-le 3 fois. Donc on perd tout le côté désir, tout le côté spontané. Et lui, qui était déjà très sensible, le vit super mal, quoi. Pour lui, c'était terrible, en fait, de me voir dans cet état et qu'il voyait que je commençais, d'une certaine façon, à sombrer aussi dans quelque chose où on se perd. Il ne s'agissait pas de notre échec, il s'agissait de mon échec. Donc, Simon n'avait pas de place dans l'échec. Donc, il n'avait pas le droit d'avoir de la peine. Je pense que je ne l'ai pas autorisé là-dessus. Alors qu'avec le recul, je pense qu'il en avait beaucoup. Mais j'étais tellement submergée par ma propre peine qu'elle n'avait pas de place, je pense.
Voilà. Et c'est là qu'il a commencé d'ailleurs à sortir de plus en plus, à faire la fête de plus en plus. Christelle et Simon ne sont pas des cas isolés. Comme eux, de nombreux couples voient leur intimité bouleversée durant le parcours PMA, comme l'a constaté Séverine Mathieu, sociologue et directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Dans les parcours de PMA, les couples sont soumis, je dirais, à rude épreuve, et notamment précisément sur ce qui concerne leur sexualité. C'est-à-dire avec cette idée que maintenant, on fait l'amour, enfin à partir du moment où on commence un parcours de PMA, on fait l'amour, disent-ils, uniquement pour avoir des enfants. Donc ça désérotise la relation, et ça peut du coup faire aussi ressurgir des choses, des interrogations sur pourquoi suis-je avec cet homme ou pourquoi suis-je avec cette femme. Est-ce que finalement, puisqu'on est là dans cette activité sexuelle qui est uniquement reproductrice aussi, est-ce que finalement je ne suis avec lui que parce que j'ai envie d'un enfant? Est-ce qu'il y a autre chose qui nous rassemble? Et du coup, qu'est-ce qu'il en advient de la relation conjugale, quoi, et de ce quotidien, de ce plaisir, de ce désir, de cette envie de partager des choses? C'est vraiment notre sexualité et soit à zéro, soit pathétique, quoi. Voilà. Parce que moi, je lui saute tout le temps dessus, que lui a plus envie. Voilà. Et qu'à ce moment-là, oui, c'est moi, je suis dans quelque chose de très mécanique, donc lui, il le ressent, il trouve ça affreux. Pour les couples, les parcours de PMA, c'est toujours une épreuve. Et comme toute épreuve que traversent les couples, soit et ça les disloque, et ils n'y survivent pas, soit ils en sortent grandis et encore plus soudés que ce qu'ils n'étaient avant, en se sentant toujours solidaires par rapport à cette épreuve. Serge Effez, psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais en tout cas, les corps en prennent toujours un coup. Et ce qui en prend un coup, c'est le corps érogène, c'est-à-dire qui est quand même une dimension importante du couple. Le corps sensuel, le corps sexualisé, le désir que chacun peut avoir pour l'autre, même si on sait que ces désirs sont fluctuants et qu'ils évoluent au cours du temps. Mais enfin, c'est quand même une donnée importante. Et le corps n'est plus un corps érogène, il devient un corps fonctionnel, pour l'un comme pour l'autre. Pour un homme qui est obligé de se masturber dans une éprouvette plusieurs fois de suite, pour une femme qui est obligée d'avoir des piqûres d'hormones qui lui font gonfler le corps, qui lui donnent des douleurs, d'avoir des interventions sur ses ovules, sur ses ovocytes. Le corps est charcuté de tous les côtés, il est observé en permanence, il est désaffectisé, désérotisé, il devient un objet pour l'un comme pour l'autre. Et c'est très difficile pour un couple qui parfois est sommé, en plus d'avoir des rapports sexuels à heure fixe, à jour fixe, plusieurs fois de suite, alors que justement, ce corps, on a plutôt envie de le protéger. Eh bien, tout ça est effectivement une épreuve, une épreuve corporelle extrêmement forte. Pour que les couples s'en sortent, c'est vrai qu'ils doivent développer une solidarité sans faille. Ils doivent continuer à protéger leur corps et à protéger le corps de l'autre pour qu'il reste tout de même un espace de désir et de plaisir, ce qui n'est pas très, très facile. J'ai vu beaucoup de couples qui s'en sortaient au profit d'une désexualisation, c'est-à-dire ils deviennent une paire d'amis, qui affrontent ensemble l'adversité, qui veulent absolument être de futurs parents et effectivement avoir ces enfants, mais la sexualité passe à la trappe. Qui affrontent ensemble l'adversité, dit Serge Effez. Ensemble, mais pas sur un pied d'égalité. Avec une charge mentale et physique énorme, la femme est la pierre angulaire d'un projet dans lequel l'homme ne sait pas toujours trouver sa place. Michael Greenberg, gynécologue, chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair. La prise en charge aujourd'hui en PMA, elle impute principalement, même si c'est des démarches de couple, elle impute principalement à la femme qui va recevoir tous les traitements, qui va devoir faire des contrôles réguliers de prise de sang et d'échographie. Donc il y a une certaine lourdeur pour ces femmes. Et l'homme au milieu de tout ça, et finalement les examens sont relativement simples, avec un recueil de sperme, que ce soit dans le cadre du bilan ou dans le cadre même de la procédure à proprement parler. C'est finalement assez monothématique pour l'homme. Et du coup, il va jouer un gros rôle d'accompagnant, de donneur de sperme à ce moment-là, mais aussi d'accompagnant et de soutien.
Ce rôle-là, il est pas si évident. Donc la femme subit beaucoup et ressent tout le poids des traitements. Ça peut faire grossir, les variations de l'humeur. Il y a des effets sur la morphologie de la femme qui peuvent le ressenti des douleurs des ovaires qui sont stimulés. L'homme est finalement un peu spectateur de tout ça et son rôle d'accompagnant, il est crucial, mais il est pas forcément évident. Les hommes, souvent, savent pas forcément complètement où se placer dans ce parcours. C'est un peu compliqué et ils savent pas s'ils doivent venir aux examens, mais sûrement aussi de notre faute, parce que nous, on pourrait très bien dire, au lieu de prévenir la dame, vous venez faire votre écho et votre prise de sang à cette heure-là, on pourrait très bien dire, on prévient le mari, qui prévienne sa femme, et comme ça pour l'impliquer encore plus. Simon, lui, a fui, dit Christelle. Stressée par le parcours PMA, le corps chamboulé par les traitements hormonaux, Christelle est fragilisée. Simon, après l'avoir soutenue, est aux abonnés absents. Le couple est au bord de la rupture. On se dispute, il sort tout le temps, il est plus là, il fuit dans plein de choses différentes. Donc, et puis on fait semblant. On fait semblant que tout va bien. Voilà, donc on rentre en France et on a une grosse dispute. Moi, je m'accrochais à lui. Je m'accroche à lui parce que je voulais avoir un enfant. Je m'accrochais pas à lui pour notre couple. C'est ça qui est terrible. Et donc, je me souviendrai toujours de ce moment où il m'annonce dans la cuisine en pleurs. On pleurait tous les deux. Il me dit, je te quitte. Il me dit, on arrête, Christelle. Il me dit, de toute façon, t'as pas le courage de le faire, mais on s'aime plus. Je sais pas si c'était aussi simple que ça, mais voilà, on se respectait plus, on se regardait, il y avait plus cet amour, on se supportait en fin de compte. Et moi, je me souviens que la première chose que je lui ai dit, c'est: est-ce que je peux garder tes spermatozoïdes? Maintenant, j'en rigole de cette phrase. Parce que je me dis, elle montre exactement l'état dans lequel j'étais. Tout ce qui m'intéressait, c'était qu'il me laisse ses spermatozoïdes pour que je puisse continuer quand même à faire le don d'ovule. Puis là, il m'a regardé, il était dépité, quoi. Je crois qu'il a peur d'être papa, ou peut-être que c'est moi qui lui fais peur aussi. Parce qu'en devenant tellement... alors, j'utilise ce terme, mais j'ai l'impression d'être devenue une menthe religieuse. Donc moi, je lui fais peur, et peut-être que d'un seul coup, il ne voit plus la vie de la même façon avec moi aussi. On ne le voit pas qu'on n'est pas heureux parce qu'on se ment, parce que le déni. Donc, mais non, on n'est plus heureux. On ne veut plus du tout la même chose. Voilà. Lui veut partir en tournée et moi, ça m'embête qu'il parte en tournée, alors que ça m'avait jamais embêté, mais ça m'embête parce qu'il faut qu'il soit là tous les 3 jours. Voilà. Ou il faut qu'il soit là exactement à date précise pour donner ses spermatozoïdes. Donc, c'est ça qui m'embête, pas le fait qu'il parte en tournée, parce que ça m'a jamais dérangé. Il me disait, on ne pourra pas avoir d'enfant tant que je serai ton enfant. Serge Effez. Alors les couples, ils font comme ils peuvent. Et c'est vrai que quand la culpabilité, par exemple, quand l'impuissance commence à déborder pour l'un comme pour l'autre, c'est très difficile de garder ça pour soi. C'est-à-dire que, évidemment, il faut projeter ça sur l'autre. C'est que de la même façon qu'on projette la culpabilité en se sentant victime, on projette son impuissance en reprochant à l'autre d'en être responsable. Et donc, la dynamique du couple peut devenir extrêmement mortifère. C'est-à-dire que ce que chacun ne supporte plus du parcours, ne supporte plus de ce qui lui arrive à lui, il a vite fait d'en accuser l'autre, d'en être responsable parce qu'il n'en fait pas suffisamment, parce qu'il a loupé un rendez-vous, parce que c'est à cause de lui si on a trop traîné pour avoir un enfant, parce que 1000 raisons peuvent surgir. Et là, on rentre dans des cercles vicieux, c'est-à-dire d'éloignement, c'est-à-dire qu'on le sait bien, que la dynamique de couple, elle est faite de cercles vicieux et de cercles vertueux. C'est-à-dire, il y a un moment où on perd l'intimité, on perd la confiance, et puis l'éloignement provoque un éloignement encore plus grand chez l'autre, qui provoque un reproche, qui va provoquer un éloignement, qui va reprovoquer d'autres reproches, etc., etc. Il n'y a pas que le couple de Christelle qui explose. Elle aussi, en tant que femme, se sent perdre pied.
J'ai sombré de l'intérieur, mais de l'extérieur, ça s'est jamais vu. De l'extérieur, j'ai acheté ma cave, j'ai continué, je me suis battue sur tous les plans professionnellement. J'ai fait un chiffre d'affaires extraordinaire la première année. J'allais à l'hôpital, je faisais les FIF, je faisais les trucs, je faisais tout en même temps. Je continuais à essayer de rester féminine, je continuais dans mes projets, je continuais mon club de femmes. Enfin oui, de l'extérieur, en fait, je suis admirable. J'ai changé en 3 ans. Je suis plus la même. Donc... je pense qu'à ça, je suis obsédée, j'ai grossi, je m'amuse plus, j'ai perdu beaucoup de légèreté. Donc peut-être qu'il a peur d'avoir un enfant avec la femme que je suis devenue aussi, qui se pose la question de ce que sera l'avenir de cette famille qu'on construit. Il va y avoir un abandon peut-être du projet d'enfant, parfois très douloureusement, parfois moins douloureusement que ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, avec d'autres projets. Mais d'autres projets, ça implique souvent de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que d'autres projets, c'est se projeter très différemment dans l'avenir, et ça peut être effectivement avec un autre conjoint, voire pas de conjoint du tout, mais dans une autre représentation de soi. Valérie Blanchet, sage-femme à l'hôpital Cochin. Elles ont souvent, ces femmes-là, le discours de dire que ces traitements, surtout quand ils se multiplient, ont transformé leur corps, qu'elles ont pris du poids, qu'elles se sentent gonflées au moment de la stimulation, qu'elles peuvent avoir des douleurs dans le bas du ventre, des maux de tête, des problèmes de sommeil et des problèmes, du coup, de mauvaise image de soi et donc de relations qui se compliquent ou qui se dégradent avec leur conjoint, conjointe. La multiplication des échecs, la prise de poids et l'absence de sexualité ont eu raison de l'histoire de Christelle et Simon. Quand on n'est pas à l'aise dans son corps, on n'est pas à l'aise dans sa sexualité et on n'est pas à l'aise dans le couple. La sexualité est un lien très important dans le couple. Donc d'un seul coup, on enlève ce lien-là. Voilà. Et l'amour suffit pas. Et finalement, Christelle a mis un terme à son couple et à son parcours PMA. Ça fait 3 ans que tous les traitements sont terminés et ça fait 1 an que j'ai fait le deuil. Donc j'aurai pas d'enfant. Et je trouve ma vie très belle sans enfant. Mais je suis heureuse sans enfant. Voilà. J'ai eu 2 années très difficiles. 2 années où psychologiquement ça a été vraiment très compliqué. Voilà, je me suis repliée sur moi-même. Je me suis disputée avec mes meilleurs amis d'ailleurs, parce que je pense que je voulais que personne soit à mes côtés. J'ai vécu ça comme une petite mort en fait. Voilà, une partie de moi qui meurt. Parce que même si j'ai continué à me renseigner sur le don d'ovules et sur l'adoption, toute seule, déjà à 2 c'est lourd, mais alors toute seule. Puis je commençais à comprendre que c'était de l'acharnement. Voilà, donc oui, 2 ans à faire le deuil. Je suis passée par toutes les étapes. La colère, j'ai envoyé chier tout le monde, je pense. Voilà, je pense que je prenais si quelqu'un pouvait me donner le prétexte d'une dispute, je la prenais tout de suite, sinon j'essayais de la provoquer aussi. Et puis après, beaucoup de peine. Et puis beaucoup de colère contre mon corps. J'ai encore grossi à ce moment-là. Je me suis remise à fumer, j'ai arrêté le sport, je détestais mon corps. Voilà, je lui en voulais énormément. Et heureusement que j'avais ma psy qui m'a beaucoup aidée. Oui, c'est mourir, hein, ne pas faire d'enfant, c'est une partie de soi qui meurt, c'est-à-dire c'est cette partie immortelle qui allait se prolonger dans ses enfants à l'infini, cette partie de soi qu'on a aussi héritée de ses parents, de ses grands-parents, c'est ce prolongement infini de la vie, et effectivement, renoncer à l'enfant, définitivement à l'enfant, c'est faire mourir cette partie à l'intérieur de soi. C'est pour ça que c'est extrêmement important de la faire revivre ailleurs, dans d'autres projets. Pourquoi pas un tour du monde, pourquoi pas un autre projet professionnel, pourquoi pas d'autres projets conjugaux, amicaux, mais qu'on sente qu'il y a quelque chose de vivant qui continue d'exister. Moi, je suis très frappé aujourd'hui de voir dans cette société qu'on décrit finalement comme très égocentrique, très égoïste, très centré sur soi, sur son nombril, eh bien, ce désir d'enfant qui n'est pas que narcissique, hein, qui est un vrai désir d'un lien avec un autre et d'un désir de transmission, il est vif chez tout le monde. Il y a 30 ans, je ne sais pas, mes patients homosexuels n'avaient jamais l'idée qu'ils pourraient avoir des enfants. Aujourd'hui, qu'ils savent qu'ils le peuvent, ils sont tous pris
quasiment tous pris par ce désir d'enfant. En tout cas, ils s'interrogent. Des femmes seules aussi, qui n'ont pas de conjoint, qui, il y a quelques années, se seraient résignées à une vie sans enfant. Elles n'ont plus du tout envie de se résigner à ça aujourd'hui. Elles envisagent tout à fait d'avoir des enfants en étant seules. D'ailleurs, le jour où j'ai fait le deuil de cet enfant, que je n'aurai jamais, et le deuil de ma maternité, parce que c'est ça aussi, j'ai perdu 12 kilos, sans rien faire. Donc voilà, mon corps a parlé aussi. Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.